Voilà, bon ben, bonjour à tous. Merci à la Bibliothèque universitaire du Havre de nous avoir sollicités pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur. Voilà, on est Maxime David, c'est un doctorant qui a fait sa thèse sur les médias sociaux, les pratiques alimentaires. Et puis, il est devenu ingénieur de recherche. Et puis maintenant, il est maître de conférence dans notre laboratoire, le NIMEC, donc Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation, donc qui est le laboratoire régional de Normandie, qui relie les universités de Caen, Rouen et donc Le Havre. Et donc moi-même, Pascal Aizan, donc moi je suis professeure des universités. J'ai travaillé sur les comportements de consommation et depuis 10-15 ans sur les comportements de consommation alimentaire. Donc au départ sur les enfants, puisque l'idée c'était de comprendre comment le marketing pouvait augmenter, on va dire, renforcer le surpoids, l'obésité, notamment avec toute la publicité. Voilà, donc c'est le premier sujet sur les comportements alimentaires qui m'a intéressée. Voilà, 2011, je crois. Voilà, et on voit que le sujet est encore actuel. Et puis, évidemment, quand on s'intéresse aux enfants, aux ados, il y a un sujet émergent, c'est Internet et les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, à un moment, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de croiser les comportements de consommation alimentaire et les réseaux sociaux. On ne pensait pas que c'était un terrain aussi riche, et plus on avance, et plus on découvre que ce terrain, il est stimulant, il est passionnant, il est aussi très alertant, on va dire, parce qu'il y a plein de choses qui se passent et parfois, effectivement, on en reparlera, mais voilà, on se dit, mais voilà, comment on peut protéger aussi ces jeunes générations par rapport à tout ce qu'on peut voir sur ces réseaux sociaux. Voilà, donc l'intitulé de cette intervention, Pratique alimentaire des jeunes, les réseaux sociaux, opportunités ou menaces. L'idée, c'est de ne pas décrier complètement les réseaux sociaux. Vous avez souvent des chercheurs qui jettent l'anathème sur les réseaux sociaux. Nous, voilà, on adopte une posture plus nuancée parce qu'on pense qu'il y a des choses intéressantes à voir sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, il y a aussi des effets délétères. Voilà. Mais quand même une posture plus nuancée. Alors, voilà, donc tout ce que nous allons vous dire, ça part d'un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Nous avons reçu à peu près 1 million d'euros, voilà, en tout, pour travailler sur ce projet. Nous sommes une trentaine de chercheurs, alors en sciences de gestion marketing, mais on a aussi avec nous des nutritionnistes, des épidémiologistes, des sociologues de la consommation, des socio-anthropologues, des psychologues, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir croiser notre regard sur ces problématiques de alimentation et réseaux sociaux. Et donc, les questions qui, au départ, ont animé cette thématique, vous les avez ici, c'est quel est le rôle des réseaux sociaux dans les pratiques alimentaires des jeunes, qu'est-ce que ça peut apporter, comment ils font, etc. Et puis, ensuite, puisqu'on avait dans notre groupe de travail, nous avons des médecins. L'idée, c'était aussi de comprendre les atouts et les risques de ces réseaux sociaux sur la promotion d'une alimentation saine et durable, voilà, pour les jeunes. Voilà. Donc, on parle beaucoup d'alimentation saine et durable, voilà, et les réseaux sociaux, évidemment, assurent la promotion de cette thématique. Alors, en fait, pour démarrer cette intervention, on est parti d'un certain nombre de constats. Je pense qu'on ne va rien vous apprendre, mais c'est important de poser les bases, voilà, d'un certain nombre de points. Le constat numéro 1 qu'on peut faire, c'est que, bien évidemment, les réseaux sociaux ont envahi le quotidien de
tous les consommateurs, mais en particulier des jeunes. Voilà. Et effectivement, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les jeunes générations. Alors, quelques chiffres qui évidemment laissent un peu songeur et qui ne cessent d'évoluer. Le temps passé sur les réseaux sociaux chez les 15-24 ans, c'est 2h19 par jour et les réseaux sociaux représentent 61% de leur navigation quotidienne sur le net. Voilà, donc uniquement les réseaux sociaux, c'est plus de 2 heures et ça a tendance à augmenter puisque les chiffres 2025 montrent qu'on serait plutôt sur une tendance de 3 heures. Voilà. Donc c'est une moyenne, mais vous pouvez avoir des jeunes qui sont 10-15 heures par jour sur les réseaux. Donc les réseaux sociaux un peu qui priment, voilà, qu'on va dire mainstream, c'est évidemment TikTok sur cette génération, donc 21h24 par semaine, YouTube 11h42 et Instagram 8h36 et puis évidemment Snapchat. Mais pour nous, c'est compliqué d'utiliser Snapchat puisque voilà, c'est un réseau social volatile. Donc 80% des jeunes quand même sont sur Snapchat, qui est le réseau de cette génération, et on voit l'ascension fulgurante de TikTok avec 78%. Voilà. Facebook, sur cette génération, on n'en parle plus. Ils consultent, voilà, mais c'est plus un média interactif comme on peut l'entendre. Alors, le constat numéro 2, c'est que quand on regarde ce qu'il est poste sur les réseaux sociaux, alors évidemment, on a un regard qui est forcément ciblé, mais on s'aperçoit quand même que l'alimentation, c'est un grand nombre de postes. On parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup de corps, d'identité alimentaire, etc. sur les réseaux sociaux. Et donc, on sait que c'est une thématique largement plébiscitée par les jeunes générations. Alors, donc, c'est juste pour vous dire, on considère que c'est la 5e thématique, c'est ça, Maxime? La 5e thématique, voilà, le favorite des jeunes sur les réseaux sociaux. Après, le sport, les loisirs, la cosmétique, voilà, et je ne sais plus, les jeux vidéo. Alors, donc, quand on interroge les jeunes, et pas que d'ailleurs, parce que voilà, on vous parle des jeunes parce que c'est notre public cible, mais voilà, ça peut être élargi aux adultes. D'abord, les réseaux sociaux, c'est une source de divertissement, clairement. Voilà. Et c'est en fait assimilé à une télé-réalité. Voilà. En continu, instantané, génération télé-réalité. Et donc, on retrouve sur les réseaux sociaux cette logique de télé-réalité où on va pouvoir nouer des liens voilà, avec des individus qu'on a plaisir à revoir poste par poste, etc. Donc, le scroll, activité, une des activités préférées des jeunes, vous voyez, avec ce geste-là. Et d'ailleurs, je lisais un article, nos doigts sont en train de changer, voilà, parce que forcément, ce geste-là, c'est pas anodin. Et donc, on scrolle pour occuper son temps libre. Et quiconque se retrouve avec des jeunes sait qu'ils n'aiment pas être inactifs. Donc, pour ne pas être passif, ben, en fait, voilà, la première chose à faire, on sort son smartphone et on va scroller voilà, pendant des minutes, des heures, etc. Donc, l'idée, c'est se divertir parce que voilà, il faut vraiment occuper son temps libre. C'est une source de divertissement parce qu'on a rendez-vous de manière quotidienne avec des créateurs de contenu. Voilà, par le jeu des algorithmes, on va toujours avoir le même type de post et on va toujours aller à la rencontre de créateurs de contenu qu'on affectionne particulièrement. Donc, on a ce lien privilégié dont Maxime va vous parler ensuite. Et puis, les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, c'est des défis à relever, des challenges, etc. On connaît un peu le rôle
enfin la notion de compétition, voilà, parmi les jeunes qui est complètement exacerbée sur les réseaux sociaux. Les fameux trends, voilà. Pourquoi est-ce que TikTok est devenu le réseau social privilégié des jeunes? Parce qu'il y a ces fameuses tendances, voilà, des trends, donc des vidéos. Alors pour des gens de ma génération, évidemment c'est toujours très interpellant parce qu'on se demande pourquoi est-ce que des jeunes, voilà, vont écouter pendant des heures quelqu'un pousser des cris et répéter à l'envi avec des nuances. Voilà, je pense par exemple, peut-être que vous connaissez Girl Dinner. Voilà, donc Girl, ce sont des jeunes filles qui crient Girl Dinner, voilà, en mettant en scène leur repas du soir. Voilà. Et donc, ça crée une tendance et chacun rebondit en montrant ce qu'elle mange, chacune montre ce qu'elle mange le soir. Voilà. Ce sont les tendances et en fait, voilà, ça crée du buzz, c'est une viralité et donc, c'est ce qu'on appelle des effervescences collectives. Chacun rebondit. Là, il y a une créativité qui s'exerce sur ces réseaux sociaux. Donc, évidemment, ce qui est aussi intéressant sont les mises en scène. Voilà, on en reparlera, mais il y a vraiment une dimension très esthétique, notamment sur Instagram, où on voit des recettes qui sont extrêmement bien préparées, mais surtout bien exposées. Voilà, le beau remplace presque le bon. Voilà, donc le côté esthétique, il est central pour parler alimentation sur Instagram. Et puis, forcément, c'est une source de divertissement parce que même si on parle d'un sujet sérieux comme l'alimentation, systématiquement, on va mettre des touches d'humour. Voilà, on va en parler de manière légère, absolument pas sérieuse, comme pourrait le faire un professionnel de santé. Et donc, ça aussi, voilà, ça crée du buzz et voilà, c'est une source de divertissement. Alors, forcément, c'est une source d'information. Et c'est peut-être là que se pose le problème de l'esprit critique. On s'informe sur les réseaux sociaux, sur la tranche d'âge 15-18 ans, c'est la source d'information préférée, voilà, de cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire que quand on a besoin, voilà, de s'informer, on va sur TikTok. Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous multipliez les sources, eh bien, vous allez avoir des points de vue différents. Voilà. Vous allez avoir des gens qui vont s'exprimer et qui vont voilà, avoir des opinions complètement diverses. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une convergence de l'information. Et cette convergence de l'information, elle rassure. Voilà, on parle beaucoup en matière alimentaire de cacophonie alimentaire. Faut manger ça. Le lendemain, on vous dit ah sûrement pas. Voilà, faut boire du vin pour le cœur. Ah surtout pas, etc. Donc voilà, une cacophonie. On ne sait plus du tout ce qu'il faut penser. En fait, sur les réseaux sociaux, très souvent, voilà, vous allez avoir les mêmes idées qui vont être développées et c'est rassurant quelque part. Voilà. On s'enferme dans une bulle, on n'a plus besoin de penser parce qu'on vous donne la même information. Et donc ça, c'est l'effet des algorithmes et les fameuses bulles de filtre. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur un contenu, voilà, eh bien l'algorithme va considérer que vous êtes intéressé par ce contenu. Et donc vous allez avoir toujours le même type d'information et donc vous allez être enfermé dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Voilà, toujours le même environnement social qui fait qu'à un moment, vous êtes renforcé dans, voilà, dans ce que vous apprenez. Alors, des représentations du manger sain similaires. En fait, ce qu'on observe, c'est que les créateurs de contenu s'observent. Donc, il y a des phénomènes de mimétisme. Voilà. Un post qui marche bien va forcément appeler d'autres posts qui vont donner la même information, qui vont être créés selon les mêmes formes, etc. Donc, il y a ce phénomène de mimétisme qui est extrêmement puissant. Et là encore, ça rassure. Voilà. Si on parle toujours de la même manière, si on dit les mêmes choses et que ce sont des personnes différentes qui véhiculent les mêmes idées, ben, on est dans une forme de rassurance. Voilà. On sait très bien que répéter, ben, à un moment, c'est l'information, elle
on apprend cette information. Donc des informations en phase avec les recommandations de santé. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que très souvent, ces influenceurs, ces créateurs de contenu, ils ont commencé, ils ont appris très tôt à bien manger. Voilà, ils ont été sensibilisés. Voilà, ils ont le PNNS, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop sucré, etc. Ce sont des messages qui sont passés, qui ne sont pas forcément appliqués, mais qui sont passés dans l'environnement des jeunes. Et on voit très clairement que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a ce relais d'informations. Voilà, on dit manger voilà, des fruits et légumes, etc. Donc le message est passé. La manière de diffuser le message est différente, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de recommandations sur comment est-ce qu'il faut manger sain, durable, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une source d'information qui n'est pas hors sol. Voilà, un acteur de santé, un médecin, il va vous dire ben ouais, il faut manger des fruits et légumes. Voilà. Et puis vous allez au marché, vous regardez le prix des fruits et légumes, et là, voilà, c'est trop compliqué et vous allez choisir un produit ultra transformé. Avec les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prise en compte des contraintes, clairement, en termes de temps. Systématiquement, dans la grande majorité des postes, on en a quand même étudié des millions, il y a cette prise en compte du temps. Voilà, le cuisiner, bien manger, c'est une activité chronophage. Et on va vous montrer que, ben non, voilà, on va vous préparer des recettes 2 minutes, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'argent, voilà, on peut manger de manière saine, voilà, en ayant 2 €, hein, c'était les fameux posts de Squeezie, 2 minutes 2 €, voilà, et on mange bien. Voilà. Donc ça déconstruit aussi un certain nombre de choses. Et puis tout ce qui est lié aux compétences culinaires, c'est-à-dire très souvent, voilà, cette génération, elle n'a pas forcément bénéficié des modèles de transmission parentale sur l'alimentation. On n'a pas appris à cuisiner aux enfants. Voilà, c'était compliqué. Pour les mères, voilà, faire la cuisine, c'était une source d'asservissement. Voilà. Et donc, il y a des compétences culinaires qui ont été complètement occultées. Et avec les réseaux sociaux, justement, il y a à nouveau cet apprentissage de on peut cuisiner, on peut apprendre, on peut se faire des choses, voilà, même si on n'a pas appris étant petit. Et puis, voilà. Pourquoi c'est une source d'information intéressante? Parce que y a des conseils pratiques. Je vous disais, les nutritionnistes, ben souvent, voilà, ce sont des conseils qui, même si c'est adapté à votre profil de mangeur, c'est quand même très compliqué parce que vous n'avez pas la preuve. Voilà. Ici, en fait, ce sont souvent des jeunes qui prennent la parole et qui vont dire « Moi, j'étais comme ça, regardez comment j'ai fait, regardez comment je suis devenue », avec notamment une preuve, et on le verra plus tard, par le corps. Vous voyez, voilà comment j'étais, et regardez comment je suis épanouie dans ma vie, etc. Donc, le vécu, le témoignage, c'est finalement beaucoup plus puissant qu'une prescription médicale, par exemple, où on va vous dire il faut manger, il faut bien manger. Voilà. Et là, on a des témoignages donnés par des jeunes pour des jeunes, et on sait la puissance de ces témoignages. Voilà. Donc, une source d'information qui est complètement adaptée à cette génération, mais pas que. Alors, c'est évidemment une source d'inspiration. Voilà. Depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, à chaque fois que je suis devant mes posts, là, mes Insta, notamment Instagram, voilà, je trouve que les recettes sont magnifiques. Je dois en avoir à peu près 6 ou 7 000 enregistrées, que je ne ferai jamais, parce que c'est ça aussi la logique d'Instagram, c'est que voilà, c'est instantané et on se dit mais c'est magique. Mais c'est une source d'inspiration quand même. Quand on est tout le temps à scroller sur ces contenus, à un moment ou un autre, on est quand même sensibilisé. Voilà, on sait qu'il y a des belles choses à faire, qu'on peut manger bon, bien, beau, etc. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, c'est une source d'inspiration parce que le beau,
c'est la dimension privilégiée. Voilà. Donc le beau, le faire soi-même, et puis voilà, on essaie de promouvoir le bon. Mais à la base, sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est vraiment cette dimension esthétique et cette capacité à montrer comment on fait. Donc, on parle d'agentivité des créateurs de contenu, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une créativité culinaire, voilà, qui manque aussi beaucoup. Voilà, on parlait avec Philippe la vendredi de l'idée. Voilà, on arrive un soir, qu'est-ce que je vais manger? On regarde son influenceur préféré, et là, hop, il y a une créativité, il y a voilà, comment on peut cuisiner une betterave en 2 minutes. Donc toute cette agentivité-là, elle est puissante, et c'est évidemment une source d'inspiration extrêmement importante. Et puis plein d'astuces, des recettes. Vous n'avez pas de blender, utilisez autre chose. Voilà, la découverte de nouvelles saveurs, le tofu. Voilà, plein de... Qu'est-ce qu'on a découvert encore aussi l'autre jour? Je ne sais plus. Le konjac, non? Oui, il y avait le konjac, mais je ne sais plus. Je me dis, tiens, il a fallu qu'on regarde dans Google ce que c'était. Bref, voilà, donc plein de nouvelles saveurs. Vous savez aussi tous ces produits qui viennent de l'étranger, qui sont plébiscités par les influenceurs et qui créent des ruptures des ruptures de stock dans les magasins. Voilà, donc tous ces phénomènes-là, ce sont les réseaux sociaux. Donc une mise en scène, la promotion du fait maison, ça clairement, voilà, et ça on trouve que c'est extrêmement puissant. Voilà. L'alimentation sur les réseaux sociaux, c'est la valorisation du fait maison. Alors pour contrôler son alimentation, on le verra parfois, voilà, les justifications sont un petit peu plus compliquées que ça, mais mine de rien, voilà, reprendre le goût avec de cuisiner, avec la matière, etc. Des assiettes, voilà, c'est magnifique, hein, voilà, les chefs étoilés, parfois... ils mettent évidemment, ils publient des posts, mais on a aussi des amateurs passionnés qui font des choses extrêmement belles, voilà, d'un point de vue artistique. Et puis une source d'inspiration parce que voilà, je l'ai fait. Voilà, donc il y a la valorisation de l'expérience vécue. Je l'ai fait. Voilà, je ne savais pas cuisiner et maintenant je cuisine, je mange des produits plus naturels, etc. Donc si je peux le faire, tu peux le faire. Voilà, hein, c'est vraiment cette idée de partage avec l'expérience qui est vécue, et voilà, on veut essayer de comment on pourrait dire, d'évangéliser un peu voilà, son public. Alors, c'est enfin une source de motivation. Voilà. Quand on a démarré ce projet, en fait, j'avais demandé à mes filles, voilà, qui étaient adolescentes, ce qu'elles pensaient des réseaux sociaux. Voilà, à mon grand étonnement, elles étaient toutes les deux sur l'alimentation, voilà, alors que voilà, elles avaient une quinzaine d'années. Il y en a une qui m'a dit moi ça me crée du stress parce que là il faut bien manger, il faut faire du sport, etc. Et l'autre qui m'a dit mais c'est une source de motivation incroyable, incroyable. Et voilà, en regardant un peu et en interrogeant les jeunes, on s'aperçoit qu'il y a les deux visions. Il y a des jeunes qui vous disent que c'est quand même, ça crée de la pression. Voilà, parce qu'il faut être bien, il faut bien manger, il faut être beau. Et d'autres, et c'est la grande majorité, qui disent mais en fait c'est une source de motivation. Voilà, quand on est exposé quotidiennement à ce type de contenu, eh bien à un moment ou à un autre, ça crée une sensibilisation. Alors, une sensibilisation qu'on ne met pas forcément en pratique, mais le message y passe quand même. Voilà. On sait qu'à un moment ou un autre, il va falloir s'y mettre, ou on va changer 2-3 petits trucs dans son alimentation. Voilà. Et donc, on voit clairement qu'il y a cette prise de conscience. Donc, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les créateurs de contenu mettent en scène leur parcours. C'est-à-dire, voilà comment j'étais, et voilà comment je fais, etc. Donc il y a vraiment moi j'étais comme ça,
Voilà. Et puis, si tu suis mes étapes, je pense par exemple à Sissi Mua, voilà, qui est une des influenceuses voilà, les plus citées parmi les étudiants qu'on a interrogés. Clairement, elle a mis en scène son parcours. Voilà, et comment elle a fait pour, à un moment ou à un autre, changer son alimentation. Donc, c'est un vrai accompagnement comportemental, et ça, c'est intéressant pour les gens qui souhaitent sensibiliser les individus à l'alimentation saine, c'est que c'est sur du temps long, quand même. Voilà, c'est pas one shot, c'est pas je fais un repas, voilà. Mais c'est un accompagnement tous les jours, et on montre comment il faut procéder étape par étape. Donc, il y a vraiment cette idée de routine, ma petite routine minceur, ma petite routine des petits déjeuners, mon petit verre de citron tous les matins. Donc, voilà, c'est plus un effort de bien manger parce qu'en fait, on crée une habitude, ça devient une pratique routinière et à partir du moment où c'est intégré dans le quotidien, on n'y pense plus. Donc ça, c'est souvent un discours qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, des incitations à prendre soin de soi, mais de manière bienveillante, empathique. Voilà, jamais un influenceur va dire ah mais il faut que tu maigrisses, ou il faut que tu manges mieux, ou tu... Ah, non, c'est toujours de la bienveillance, de l'empathie. Fais attention à toi, prends soin de toi, donne la meilleure version de toi-même, etc. Donc, voilà, toujours ce rôle de conseil bienveillant, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent, l'alimentation, c'est le premier stade pour changer sa vie. C'est-à-dire que quand on est jeune, souvent, on a envie de changer. Voilà, on a envie de passer des caps. Et très souvent, les créateurs de contenu vont dire « Commence par changer ton alimentation. Tu vas changer, tu vas être mieux. » Voilà, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas peut-être même être mieux dans ton corps, etc. Et donc, tu vas changer ta vie aussi, voilà, parce que tu auras développé une image sociale différente, parce que tu te sentiras bien en accord avec toi-même, etc. Et donc, on voit très clairement que l'alimentation, c'est la première étape d'un changement de vie. C'est pour ça que c'est souvent l'alimentation, c'est souvent intégré dans des contenus lifestyle où on va parler sport, on va parler cosmétique, etc. Voilà, parce que c'est une manière de changer sa vie sans forcément avoir des bouleversements énormes. Voilà, mais juste changer son alimentation. Et puis, voilà, c'est vraiment... nous, ce qu'on appelle en marketing la valorisation d'un circuit de récompense. Tu fais ça, tu es récompensé. Voilà. Tu manges bien, ah, ça va se voir sur ta peau, ça va se voir sur ton humeur. Tu manges mal, ben, tu es puni. Voilà. Et donc, ben, tu es sanctionné, voilà, tu seras marginalisé. Et donc, voilà, très clairement, il y a toujours ce circuit de récompense qui est mis en scène sur les réseaux sociaux. Voilà. Suis-moi, regarde ce que je fais, je t'accompagne, et puis bah, tu seras mieux. Voilà. Si tu suis mes conseils, tu vas être mieux. Voilà. Et donc, on est vraiment dans une logique de voilà, ouais, récompense. Ah, tu veux peut-être que je change de... Oui. Alors ici, nous avons parlé d'un troisième constat, et le troisième constat, c'est bien sûr que les influenceurs deviennent des figures d'autorité en matière d'alimentation. Alors, ils deviennent des figures d'autorité notamment parce que leur communauté souhaite aussi savoir comment mange leur influenceur préféré. Donc, ils vont prendre la parole naturellement sur ce sujet, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de concepts qui se prêtent à exposer son alimentation. Donc, c'est un contenu qui est plutôt simple à faire, et en plus, la communauté est assez friande de savoir ce que mangent les influenceurs, selon les saisons par exemple, selon leur activité sportive et autres. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des logiques d'horizontalité et de verticalité, c'est-à-dire que contrairement en fait aux médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, il y a une transmission de l'information qui est plutôt horizontale, c'est-à-dire qu'on va écouter plutôt des personnes qui nous ressemblent, contrairement aux médias traditionnels où la télévision va vérifier ses sources et transmettre l'information au grand public sans personnalisation, sans phénomène d'identification. Le fait qu'ici, des influenceurs prennent la parole sur ce sujet
il y a des phénomènes d'identification qui se passent, des fois même des phénomènes d'identification plus forte qu'on appelle de la relation parasociale, c'est-à-dire qu'on va croire que l'influenceur, quelque part, est son ami, entre guillemets, son ami virtuel. On va tout connaître de sa vie. Et donc, les informations qu'ils vont transmettre vont être d'autant plus suivies, d'autant plus impactantes pour leur communauté. Et souvent, la transmission des informations personnelles prévaut sur la transmission d'informations scientifiques, par exemple. Donc, sur Internet, c'est souvent ce qui va se passer. Alors, au niveau des influenceurs, le nombre d'influenceurs en France est en constante augmentation. On estime à peu près 150 000 le nombre d'influenceurs et ça ne cesse d'évoluer. Alors d'ailleurs, ces acteurs-là, qui sont majeurs dans le paysage numérique, ils n'aiment pas qu'on les appelle influenceurs. Ils préfèrent maintenant le terme créateur de contenu, c'est souvent ce qu'ils évoquent, et la manière dont ils se présentent, parce qu'influenceur, il y a un petit peu ce côté marketing, ce côté impact, peut-être impact négatif aussi, sur leur communauté. Donc ils préfèrent maintenant dire qu'ils sont des créateurs de contenu. 106 millions, c'est le nombre de posts sur le hashtag Elsie. Donc un hashtag, c'est un mot-clé qui va regrouper un ensemble de publications, par exemple sur Instagram. Il y a des hashtags dans chaque réseau social, mais ce qui a un petit peu démocratisé ce phénomène-là, c'est plutôt Instagram. Et donc, Elsie, c'est l'équivalent de alimentation saine, en fait. C'est l'un des mots-clés qui revient très souvent lorsqu'on veut évoquer de l'alimentation saine. Et parfois même, juste dans des contenus où on va juste présenter son alimentation quotidienne, des hashtags Elsie vont être ajoutés parce qu'on sait que les internautes vont davantage cliquer dessus. Donc, c'est aussi des phénomènes de marketing qui vont faire que les vidéos, les contenus vont être plus vus si on associe alimentation saine à un contenu où on montre juste son alimentation. Alors, il existe différents types d'influenceurs. On va avoir des influenceurs qui vont vraiment avoir des qualifications en matière d'alimentation. Ils vont peut-être être nutritionnistes, coach sportifs, ou en tout cas, ils vont avoir une base scientifique pour parler d'alimentation. Ensuite, vous allez avoir des variations en termes de taille de communauté. C'est-à-dire qu'on va parler de nano-influenceurs, quand par exemple des influenceurs ont moins de 10 000 abonnés. On peut aller jusqu'à méga-influenceurs, par exemple macro-influenceurs, lorsqu'ils vont dépasser les millions d'abonnés. Généralement, plus le nombre d'abonnés va être haut, plus lorsqu'ils vont parler de sujets qui sont en lien avec la santé, ils vont faire attention. C'est-à-dire que au fur et à mesure de leur parcours de professionnalisation, ils vont après s'entourer de nutritionnistes, par exemple, quand ils vont aborder la question de la nutrition, ce qu'ils ne faisaient pas avant quand ils avaient des petites communautés, moins de moyens et tout ça. Donc par exemple, on évoquait Sissimua tout à l'heure. Sissimua au début parlait d'alimentation juste par rapport à son expérience personnelle, comment elle a transformé son physique. Et maintenant, elle propose des programmes en nutrition qui ont été vérifiés avec des nutritionnistes et autres. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience qui est aussi liée en fait aux moyens qu'ils vont avoir au fur et à mesure de leur progression dans leur trajectoire. Et puis, il y a aussi ce phénomène d'amateur versus professionnel. C'est-à-dire que vu qu'on est dans des logiques d'horizontalité, tout le monde peut prendre la parole sur ce sujet. On n'a pas besoin d'être qualifié, ce qui peut poser après un certain nombre de questionnements qu'on va aborder ensemble. Alors, le rôle des influenceurs, déjà, c'est un rôle, une sorte d'incarnation d'un modèle finalement. C'est-à-dire que l'influenceur est quand même au courant que ce qu'il va transmettre au sein de ses contenus va peut-être avoir un impact sur sa communauté. Donc, il le sait très bien et il va faire en sorte de généralement montrer des contenus qui sont positifs pour sa communauté. Donc, il va y avoir un effet où il va incarner ce qu'il pense être bien pour lui ou pour sa communauté. C'est des contenus qui sont généralement centrés sur des préoccupations partagées. Donc ici, par exemple, les contenus vont être généralement liés à des centres d'intérêt communs avec les communautés. Des fois, il y a par exemple des contenus qui vont être orientés vegan healthy, par exemple, avec plusieurs dimensions comme ça. Ça peut être sport healthy. Vous voyez, il peut y avoir différentes niches qui sont combinées entre elles. Ensuite, la proximité sociale, ça c'est très important. En fait, la proximité sociale, c'est l'un des secrets, entre guillemets, de l'impact et de l'engagement des communautés. C'est-à-dire, plus on se sent proche de quelqu'un qui va prendre la parole sur Internet, plus les messages vont avoir un impact sur leur assimilation, l'assimilation de la communauté. Ensuite, les interactions. Les interactions entre abonnés, très important, parce qu'en fait, au-delà des messages qui vont être transmis de l'influenceur vers ses abonnés, les abonnés entre eux peuvent s'influencer. C'est-à-dire qu'ils vont montrer, par exemple, des phénomènes de transformation physique. Quand ils vont être abonnés à des comptes fitness, par exemple, ils vont suivre, admettons, un programme d'un influenceur, et ils vont se transformer au fil des mois, ils vont poster leur transformation, et ensuite, la communauté de l'influenceur va venir encourager, et donc il y a des phénomènes un peu d'encouragement, et ça va créer des cercles vertueux où des personnes vont pouvoir changer leur mode de vie pour aller vers des modes de vie plus sains, pour se transformer, pour se reprendre en forme. Ensuite, il y a
le phénomène d'authenticité, c'est-à-dire que chaque influenceur va avoir un petit peu sa petite patte, entre guillemets, pour parler d'alimentation. Ils vont proposer des petites variations qui fait que chaque discours d'influenceur va être un petit peu particulier. Des fois, par exemple, les influenceurs vont proposer des recettes familiales. Des fois, ils vont proposer des ingrédients qui leur est propre, qui sont des ingrédients peut-être exotiques qu'ils vont rajouter dans leurs recettes. Il y a toujours une petite subtilité entre chaque influenceur. Mais on va voir que globalement, les discours en fait se rapprochent malgré ces petites subtilités. Et puis, l'authenticité, ça vient aussi de comment on prend la parole. C'est-à-dire, est-ce qu'on la prend de manière formelle avec un ton neutre, ou est-ce qu'on va utiliser de l'humour? Est-ce qu'on va utiliser des phénomènes de storytelling? Est-ce qu'on va utiliser aussi le fait de se livrer, de dire des choses un peu plus intimes sur son parcours? Généralement, plus on va parler de soi de manière intime, et plus le phénomène d'authenticité va aussi s'accentuer. Et aussi le sens de l'humour, très important pour engager encore plus la communauté. Et puis bien sûr, le ton des influenceurs dans tout leur contenu est un ton qui se veut non moralisateur. Ils ne vont pas chercher vraiment à influencer directement leur communauté, et ils vont même dire et faire des disclaimers, c'est-à-dire des messages d'alerte au début de leur vidéo en disant « Attention, j'ai cette alimentation-là, je vais vous la présenter, ne faites pas forcément pareil que moi, on est tous différents, on a tous des besoins différents, donc je vous montre juste ça parce que vous êtes intéressés par ça. » Alors, pourquoi il y a des influenceurs alimentaires? Alors, on va dire qu'il y a 3 critères principaux. L'un des premiers critères d'adhésion spécifique, c'est vraiment cette notion d'expertise. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des fois des combinaisons de niches pour être influenceur, par exemple vegan healthy, ça peut être vegan sport, ça peut être lifestyle fitness, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, ces niches-là, elles ne sont pas là par hasard, elles sont là parce que l'influenceur a su développer, par son expérience personnelle, une expertise dans le domaine. Et donc, il va partager ses petites astuces pour être plus performant, pour manger mieux, pour remplacer certains aliments par d'autres et des aliments qui sont meilleurs pour la santé. Le deuxième critère très important qui va marcher, ça va être la personnalité. Donc ça, j'en ai déjà parlé, avec ces phénomènes d'authenticité et de proximité sociale. Et puis, la nature des contenus. En fait, tout ça, c'est aussi très lié à une histoire d'expérience personnelle et de storytelling. Et les influenceurs mettent au cœur aussi de leur contenu cette histoire de personal branding. C'est-à-dire qu'ils vont incarner une certaine vision de la vie par rapport à ce qu'ils ont traversé comme expérience. Et ils vont raconter tout ça, des fois des parcours un peu difficiles, où il y a eu de l'anorexie, où il y a eu des troubles du comportement alimentaire, et comment ils s'en sont sortis, et comment ils ont adopté une alimentation plus saine au fur et à mesure. Et ils vont ensuite livrer comment ils ont fait. Donc ça, c'est les 3 critères d'adhésion. C'est issu d'une étude qu'on a réalisée auprès de 3600 étudiants, voilà, hein, qui nous ont donné les critères pour lesquels ils suivaient les influenceurs. Alors, est-ce que les influenceurs influencent les jeunes? On va dire qu'il y a des phénomènes aussi, donc ça c'est toujours par rapport à l'étude qu'on a menée, il y a des phénomènes d'adhésion, d'abonnement à des comptes, sans pour autant avoir de sélectivité. C'est-à-dire que des fois l'algorithme sur Instagram par exemple va proposer des comptes à suivre d'influenceurs, et puis les étudiants par exemple vont suivre ces comptes-là sans pour autant avoir un intérêt spécifique pour cet influenceur, ils vont le garder dans leur base d'abonnés, et puis lorsqu'ils vont consulter Instagram, des fois ces contenus d'influenceurs seront proposés. Mais ils ont aussi ce côté où ils vont se désabonner de ces comptes-là. Mais en tout cas, lorsqu'on leur demande « Est-ce que vous suivez des influenceurs et est-ce que ces influenceurs que vous suivez ont un impact peut-être même modéré sur votre vie? Est-ce que vous avez changé des petites habitudes ?» À chaque fois, ce sera « Oui, oui, je les suis, mais par contre, moi, ça ne me fait rien, ça ne change rien dans mes comportements. » C'est un peu comme quand on parle de publicité en marketing. La publicité, ça marche toujours sur les autres, jamais sur soi-même. Il y en a, c'est un peu ce phénomène qu'on retrouve. Donc, il n'y a pas forcément de phénomène de conscientisation de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur soi-même. En tout cas, chez les jeunes. Voilà. Ben, en fait, c'est cette étude qui nous a révélé ça. Voilà. Alors, donc, évidemment, maintenant qu'on a posé un peu l'état des lieux, l'idée, c'est de regarder un peu si ces réseaux sociaux, c'est un atout ou une menace pour cette génération. Alors, vous l'aurez bien compris, pour nous, c'est un atout parce que très clairement, même si les étudiants que nous avons interrogés nous disent « Non, non, mais nous, on regarde, mais
voilà, c'est juste pour nous divertir, non, on n'a pas tellement changé nos habitudes en matière alimentaire, c'est beau, ça donne envie, mais voilà. Mais on voit quand même que même si c'est pas mis en pratique, il y a quand même cette sensibilisation. Et d'ailleurs, quand on leur proposait des noms d'influenceurs connus, pas connus, voilà, tous nous disaient qu'ils avaient déjà été en contact avec des posts. Voilà. Donc, il y a quand même cette logique de scroll qui fait qu'à un moment ou un autre, de toute façon, on va être en contact avec ce phénomène de bien manger. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ces réseaux sociaux, c'est que ce sont des relais de l'action publique, très clairement. Parce que les professionnels de santé ont quand même des difficultés à faire, notamment en matière de lutte contre l'obésité, de surpoids, en matière de sensibilisation à une alimentation saine, etc. On voit quand même que les réseaux sociaux travaillent sur ce sujet-là. Et donc, clairement, ce sont des relais en termes de recommandations sanitaires. Voilà. Sur tous les posts qu'on a étudiés, notamment sur le hashtag Alfie, on voit bien très clairement qu'on dit manger équilibré, varier votre aliment, donc manger des fruits et légumes, etc. Donc on voit très clairement que les messages de santé publique sont relayés via les créateurs de contenu. Alors, il y a un renforcement de ce qu'on appelle la littératie alimentaire, c'est-à-dire la littératie alimentaire, c'est le fait d'être compétent en matière alimentaire et d'avoir des connaissances. C'est-à-dire, quand on est ce qu'on appelle food literate, donc quand on a une littératie alimentaire élevée, en fait, on va avoir des savoirs alimentaires et nutritionnels importants. Voilà. On va savoir ce qu'est une betterave, ce qu'est des différents aliments. Parfois, vous avez quand même, quand on pose des questions à certains jeunes, on s'aperçoit que les connaissances en matière alimentaire ne sont pas si élevées que ça. Et puis après, vous avez des compétences. Voilà. Les compétences, c'est qu'est-ce que je fais de ma betterave ? Voilà. Quand je vois là à l'université, on a une conciergerie qui nous fournit des paniers de légumes parfois complètement exotiques qui sont cultivés dans la région, hein, mais on ne sait même pas ce que c'est. Voilà, c'est ça, le savoir et le savoir-faire. Donc on voit clairement que les jeunes qui consultent ces contenus développent une littératie alimentaire. Ensuite, c'est cette idée que quand on veut essayer de manger plus sain, il y a toujours des barrières, des contraintes. Toujours. Voilà. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je sais pas, etc. Et donc, en fait, en psychologie, on analyse ça aussi par un manque de confiance en soi, ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité. J'y arriverai pas. Là, on travaille beaucoup sur des familles précaires, et donc ça revient toujours. Voilà. Non, je peux pas cuisiner, j'y arriverai pas. Je sais pas, j'ai jamais appris, etc. Et donc, avant de pouvoir bien manger, il faut vraiment développer chez cette population, mais pas que. Voilà. Tous les gens qui n'ont pas confiance en eux sur le fait de cuisiner, il faut vraiment valoriser ce sentiment d'auto-efficacité. Et on le voit, les influenceurs clairement montrent. Moi, je ne savais pas, et voilà comment j'ai fait. Et donc, on développe aussi chez les abonnés ce sentiment d'auto-efficacité qui est essentiel pour changer son alimentation. Alors, des soutiens collectifs, des astuces partagées. Voilà, souvent, vous participez à un atelier, on vous dit, une petite recette, etc. Vous partez parfois quand même avec la recette. C'est génial, vous essayez de la reproduire chez vous. Bon, c'est pas forcément concluant. Et puis, vous allez laisser tomber. Ici, il y a un soutien collectif. Ah, t'as pas réussi, mais c'est pas grave, tu referas la prochaine fois, etc. Et comme c'est permanent, comme on est toujours entouré. Des astuces. T'as essayé ça non, mais refais ça. Tu vas voir, moi j'ai raté une première fois. Donc il y a vraiment cet entraînement, cette stimulation partagée qui est intéressante quand on veut aussi changer son alimentation. Ensuite, c'est vraiment sur les réseaux sociaux cette valorisation du faire soi-même. Voilà.
plus de produits ultra transformés. Voilà, c'est assez pratique, gain de temps, etc. Mais voilà, le plaisir de faire soi-même. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment valorisé sur les réseaux. Et on trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, voilà, on renoue avec ce plaisir alimentaire qui est central, qui conditionne aussi un certain nombre de changements. Donc, le test, l'expérimentation, c'est raté, mais c'est pas grave. On va refaire. Voilà, mais tu as fait toi-même. Voilà. Et donc, cet encouragement collectif qui est extrêmement valorisant. Donc oui, la valorisation du plaisir alimentaire, c'est-à-dire la sensation, la sensorialité des produits qui est mise en scène, clairement. Voilà. C'est une orange, on la découpe, elle est belle, etc. Donc il y a toute cette sensorialité du produit. Il y a toutes les croyances autour du produit. Voilà, manger une orange, c'est des vitamines, donc on va vous parler de cette orange, etc. Donc voilà, ce qu'on appelle le plaisir psychosocial. Et puis enfin, il y a le plaisir interpersonnel, c'est-à-dire je mange une orange, voilà, mais je la mange devant vous. Voilà, je vous la prépare et donc ça crée du lien, cette orange, voilà, via les réseaux. Et tout ça, voilà, ça forme le plaisir alimentaire. Donc ça, c'est extrêmement valorisé. Et là aussi, voilà, c'est évidemment un gage intéressant quand on veut changer. Et puis, ce qu'on disait, la découverte de nouvelles saveurs, de nouveaux produits. On a souvent des répertoires alimentaires extrêmement pauvres. Là, on élargit et puis on montre surtout comment on cuisine ces aliments. Voilà, donc intéressant. Donc là, ce sont vraiment les atouts quand on parle d'alimentation saine. Il y a vraiment des choses intéressantes. Nous, on est convaincus et on a convaincu nos collègues médecins qu'il fallait aller sur les réseaux sociaux pour trouver aussi des sources d'inspiration, mais pas que nos collègues médecins d'ailleurs. Voilà, tous les gens qui veulent faire bouger les choses. Voilà, il y a vraiment des choses particulièrement importantes sur les réseaux. Alors, voilà, maintenant, c'est le côté un peu dark side des réseaux, on va dire. En fait, on a souvent des pratiques risquées. Voilà, la valorisation de pratiques risquées. Donc, le moralisme alimentaire. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que le moralisme alimentaire? C'est vraiment toujours des conseils qui vont dans le même sens. Voilà. La morale, c'est comme ça qu'on doit faire. Même si je te donne des conseils, tu n'es pas obligé de les suivre, mais quand même, voilà, si tu ne les suis pas, tu es puni. Voilà. Et on le voit, voilà. Il y a une mise en scène de la punition, alors, qui est évidemment implicite. Nous, on décode ça en tant que chercheurs parce qu'on est habitué à comprendre les mécanismes du marketing, mais c'est implicite. Voilà. On va voir quelqu'un de triste, voilà, parce qu'il a mal mangé. Il est puni. Au contraire, voilà, il est joyeux, il est récompensé. Et donc, il y a vraiment ce côté, il y a une morale autour de l'alimentation. Et puis, il y a des normes corporelles. Voilà. L'alimentation saine sur les réseaux sociaux, c'est aussi une alimentation où on va véhiculer des normes corporelles, clairement. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que on a la promotion de repas peu équilibrés. Donc, on ne parle jamais de régime, jamais de perte de poids, jamais. Voilà, parce que ça, c'est pas positif. Par contre, on va encourager des menus qui vont vers une sorte de la minceur. Donc, déjà, l'équilibre alimentaire, pas tant que ça, parce que très souvent, il y a une valorisation des menus trop végétaux. Voilà, on travaille avec des nutritionnistes qui nous disent, on va vous montrer après, mais catastrophique, quoi. Voilà, catastrophique. Pas de protéines, ça va pas du tout. Voilà, donc une mauvaise répartition protéines, glucides, lipides, tout ça. Voilà, tant qu'il y a du verre dans l'assiette, c'est bon. Voilà, pour les influenceurs. Or, c'est pas du tout. L'équilibre alimentaire n'est pas du tout obtenu. Alors, ce qui nous a aussi interpellés, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une étude récente menée par l'ANSES, c'est la présence de compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait,
souvent, à partir on va avoir un post avec une photo, avec, par exemple, un jus d'orange, et à côté, des compléments alimentaires. Alimentation saine. Donc, en fait, le complément alimentaire fait partie de l'alimentation saine sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est tout à fait accepté. On ne trouve pas dans les produits qu'on consomme, les produits naturels qu'on consomme, tout ce qu'il faut à nos microbiotes en particulier. Et donc, on va compenser ça avec des compléments alimentaires. Mais c'est pas du tout... Enfin, voilà, il n'y a pas de paradoxe. Prendre des cachets et un produit, un fruit, voilà, tout va bien. Voilà. Le tout, c'est alimentation saine. Voilà, donc, et puis, on vous l'a dit plusieurs fois, les visuels, l'esthétisme, etc., les repas au détriment de repas équilibrés, voilà, avec ces notions de bowl, où on va mettre beaucoup de produits pour donner la sensation d'esthétique, jolie, etc., avec beaucoup de couleurs vives, parce qu'il faut que ce soit instagrammable. Mais voilà, quand on regarde après la composition des repas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je vous disais un désir de minceur, très clairement, et notamment les jeunes femmes mettent en scène leur désir de minceur. Voilà. Donc, jamais de régime amaigrissant, mais par contre, des repas très peu caloriques. Toujours des aliments qui vont avoir un effet de satiété rapide. Voilà. Je mange ça, un petit verre à base de jus de citron. Voilà, ça va me permettre de digérer rapidement. Et puis, surtout, je ne vais pas consommer trop, même si j'ai faim. Voilà. Donc, plein d'astuces coupe-faim, voilà, qui sont quand même bien problématiques. Et puis ce côté, comment on pourrait dire, instrumentalisation de l'alimentation pour obtenir un corps qui soit aux normes en vigueur. Voilà. Et les normes en vigueur, on va vous les montrer, mais voilà, c'est sculpter son corps. Et donc l'alimentation, c'est le moyen d'obtenir, d'adhérer à une norme corporelle qui est véhiculée sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça peut être vraiment oui, très risqué, parce nos collègues médecins font une étude au CHU de Rouen, et on voit très clairement que les jeunes femmes en situation d'anorexie, boulimie, hyperphagie, etc., ont consulté les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce n'est pas que, hein, c'est multifactoriel, mais systématiquement, il y a, voilà, je voulais ressembler à un tel, etc., et je voulais vraiment être mince en 3 jours. Voilà. Donc, j'ai pu manger. Voilà. Donc, ça, clairement, hein, on le voit. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, on a Elodie Foodies, là, Foodies, donc food, hein, elle parle beaucoup alimentation, mais vous voyez par exemple comment elle met en scène aussi son corps. Voilà, donc l'alimentation, ça va me permettre d'obtenir ce corps, et ce corps, il est valorisé sur les réseaux sociaux. Donc je pars d'un corps, voilà, bon, et puis voilà, on arrive à un corps beaucoup plus sculpté, sportif, etc., qui est le corps qui est mis en scène sur les réseaux sociaux, voilà, avec tous les conseils alimentaires. Voilà. Et avec ce geste qui est emblématique, voilà, où on va montrer effectivement qu'on a un ventre plat. Voilà. Donc on soulève sa poitrine et on montre comment on a sculpté son corps avec l'alimentation. Ça, au niveau des filles, évidemment on trouve des millions et des millions de posts. Chez les garçons, c'est pareil. Voilà. Mais les garçons rentrent d'abord dans le sport, font du sport, et pour améliorer leur performance sportive, vont changer leur alimentation. Chez les filles, c'est l'inverse. On change son alimentation et voilà, on va sculpter son corps. Voilà. Vous noterez les fautes d'orthographe, voilà, voilà, mais bon, j'en ai fait voilà, le deuil. Alors, peut-être qu'on peut aller vite. Oui, peut-être qu'on peut passer tout ça, Maxime. Ok. Voilà, on voulait vous présenter toutes les études qu'on a faites, mais on va passer parce que je pense que voilà, ça va être très long. Et puis on va aller voilà.
Tu veux prendre la parole ou... Oui, Ouais, oui. vas-y. Alors, sur les réseaux sociaux, en réalité, ce qu'on constate, et que ce soit au niveau francophone ou au niveau international, c'est qu'il y a beaucoup d'informations erronées en matière d'alimentation. Par exemple, on a étudié sur YouTube comment les youtubeuses parlaient d'alimentation quotidienne. Et il y a un concept de vidéo justement qui se prête très bien à ça et qui est très populaire, qui s'appelle les « Une journée dans mon assiette ». Donc on a regardé à l'aide de nutritionnistes la composition des repas qui étaient présentés au sein de ces concepts de « Une journée dans mon assiette », puisqu'elles se filment toute la journée et elles montrent toute leur alimentation au cours de la journée. Donc c'était très intéressant pour savoir comment elles parlaient d'alimentation. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans 8 cas sur 10, les alimentations sont considérées comme hypocaloriques. Donc c'est plutôt des alimentations qui ne sont pas à suivre. Il y a plein d'autres problèmes dans ce genre d'alimentation, avec des mauvaises répartitions, comme on l'a dit. Et donc, ça pose la question des informations erronées. Alors ici, on fera la différence quand même avec la fake news, parce que la fake news, c'est vraiment la volonté intentionnelle de propager une fausse information dans le but de perturber un écosystème ou autre. Ici, ce n'est pas une fake news. Ici, c'est plutôt des informations erronées, et ça part en plus d'une bonne intention à la base de essayer de faire le bien auprès de sa communauté, de transmettre des choses et des pratiques que l'on pense saines, et au final, non, ce n'est pas du tout sain, et hypocalorique, avec plein de problèmes de santé que ça peut entraîner, bien sûr. Des erreurs partagées qui sont imitées, reproduites, etc. Voilà. Et c'est ça aussi le danger. Hein. Alors, d'où la nécessité ici de développer un esprit critique, et notamment auprès des jeunes, de les sensibiliser, mais même dès le plus jeune âge, à tous ces problèmes d'information qu'ils vont consulter sur les réseaux sociaux, quand bien même l'influenceur paraît sympathique, quand bien même il se dit coach sportif, etc. Toujours essayer d'être dans une distance par rapport à cela. Bien sûr, les réseaux sociaux ont beaucoup d'aspects positifs, et ça, c'est clair qu'on pense que c'est l'un des leviers fondamentaux en matière d'éducation alimentaire aujourd'hui à favoriser auprès des jeunes. Ça peut être de l'inspiration, ça peut être améliorer les connaissances en matière de nutrition, ça peut aider les jeunes aussi à changer certains de leurs comportements ou de leur mode de vie. Mais voilà, ce besoin d'esprit critique, il est au cœur des préoccupations, parce que les informations, toujours. Alors, en fait, là, on démarre au mois de mai un projet qui est à nouveau financé par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle MILS, donc Manger avec les réseaux sociaux. Et on va travailler avec des étudiants, donc c'est une recherche participative, où on va essayer de développer chez eux un esprit critique. Voilà, donc construire des méthodologies à partir des contenus qu'on va sélectionner sur les réseaux sociaux pour essayer de voir comment est-ce que on peut développer cet esprit critique qui manque beaucoup chez les jeunes et en particulier chez les pré-ados, voilà, parce que un pré-ado, il a besoin souvent de repères et de modèles, et de plus en plus, il les trouve sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, les premières bases pour développer un esprit critique, notamment sur les réseaux sociaux, c'est d'abord identifier des profils dignes de confiance. Voilà. Vous avez des millions d'influenceurs, vous avez des millions d'influenceurs qui parlent alimentation. Voilà. Il faut essayer, évidemment, voilà, on va les regarder, et puis à un moment on va se dire ah oui, celui-là, voilà, il est en phase avec mes propres valeurs, il me donne des conseils que je peux appliquer, etc. Donc ça, c'est pas simple. Il faut quand même avoir une certaine éducation. Alors là, ici, on parle de littératie médiatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer des savoirs et des savoir-faire par rapport à ces médias-là. Donc ça s'entretient. Voilà. Comment est-ce qu'on peut identifier des profils dignes de confiance? Voilà. On y arrive, mais évidemment, voilà, c'est une éducation. La deuxième proposition qu'on peut faire, alors on le dit toujours à nos étudiants, mais c'est encore plus essentiel à l'heure actuelle, c'est vérifier l'origine de l'information, voilà, et la nature des sources utilisées. Voilà. Évidemment, un jeune qui parle à un autre jeune sur l'alimentation, il peut dire des choses, c'est intéressant, voilà, mais la véracité de ces informations peut être mise en cause. Un professionnel de santé qui qui donne des informations, on peut considérer quand même qu'il est qualifié, voilà, et que
Voilà, la pertinence de ces informations sont plus est plus élevée. Voilà. Ce qu'on voit d'ailleurs chez les jeunes, c'est que très souvent, ils considèrent que les influenceurs sont plus experts que les professionnels de santé. Pourquoi? Parce que les influenceurs ont développé des codes de langage du numérique. Quand vous regardez un professionnel de santé prendre la parole sur les réseaux sociaux, parfois ça laisse songeur et parfois ça fait même pleurer. Voilà. Et puis surtout quand vous regardez le nombre d'abonnés, ils sont à 300 quand vous avez des influenceurs qui en ont 3 millions, quoi, voilà, sur les mêmes sujets. Donc, mais c'est quand même intéressant de se dire, ce jeune qui parle alimentation, ben oui, il y a peut-être des choses à prendre, mais voilà, en termes de nutrition, ça va être beaucoup plus compliqué. Évidemment, multiplier et croiser les sources d'information. On vous a parlé des bulles de filtre, de l'algorithme. Ben, il faut sortir de ces bulles de filtre. Voilà. Justement, pour élargir son panel, si on a toujours le même type d'information, toujours les mêmes propos, si on suit toujours les mêmes influenceurs, on s'enferme voilà, dans ces fameuses bulles de filtre qui font qu'à un moment, ben, l'information, elle ne sert plus à rien. C'est toujours la même. Alors, ça renforce la rassurance, mais en même temps, voilà, c'est compliqué parce que si les informations sont fausses, voilà, on voit comment se construisent aussi les logiques complotistes. Voilà. Et on le voit aussi en alimentation, voilà, avec les fameux naturopathes, voilà, ceux qui ont des preuves incroyables, sensationnelles, etc., en mangeant que des compléments alimentaires. Voilà. Donc, multiplier, croiser, voilà, ça c'est important. Et puis évidemment, voilà, en matière alimentaire, il faut parler avec des professionnels de santé, mais pas que, voilà, des restaurateurs, des gens qui sont passionnés, dont c'est le métier. Voilà. Parce que le côté amateurisme sur les réseaux sociaux, c'est génial. Voilà, tout le monde peut prendre la parole, mais en même temps, voilà, quand vous avez des gens qui sont un peu qualifiés, voilà, ça permet quand même, là encore, de valider un certain nombre d'informations. Voilà, donc nous, ce sont les premières bases d'un esprit critique qu'on veut jeter. Voilà, rendez-vous peut-être l'année prochaine, quand on aura déjà beaucoup travaillé avec les étudiants sur comment est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils qu'on peut développer pour justement faire en sorte que les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux construisent leur esprit critique et puis que y ait cette transmission. Voilà, l'apprentissage d'un réseau social, voilà, c'est aussi facteur d'éducation. Voilà. Rien à ajouter, Maxime? C'est tout. Voilà. Ben, nous vous remercions. Si vous avez des questions, on y répondra bien volontiers. Oui. Est-ce que vous faites des liens un petit peu avec les neurosciences, l'épigénétique, des choses dans ce genre-là? Alors, on commence. Ouais. On commence. Voilà. Ouais. Ouais. Beaucoup de choses qui me venaient autour de Ouais, tout ça, parce ouais. que pour moi, ça parle principalement de la connaissance de soi. Mais oui, complètement. Voilà. En fait, on a en marketing, on a des collègues justement qui travaillent en neurosciences et qui, voilà. Mais oui, voilà. Et en fait, par exemple, on est en train de regarder avec des mesures implicites. Voilà. Quand les gens sont sur leurs écrans, qu'est-ce qu'ils regardent? Voilà. Est-ce qu'ils regardent l'influenceur? Est-ce qu'ils regardent le plat? Est-ce qu'ils regardent le produit? Voilà. Donc, comment ils rentrent dans le contenu? Et évidemment, voilà, ça c'est intéressant. Ce qu'on voit aussi, voilà, l'étude qu'on a faite là auprès de nos étudiants qui nous disent non, nous, on n'a pas du tout conscience nous on regarde, mais on n'est pas influencé par les réseaux sociaux. Voilà, complètement. Voilà. Donc de toute façon, à partir du moment où on le sait bien qu'il y a une information répétée, à un moment ou à un autre, elle rentre dans le cerveau. Donc là, les neurosciences, ouais, ça va être intéressant aussi de regarder tout ça. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je me demandais de quoi était faite cette assiette. J'ai l'impression qu'elle était quand même pas mal de millions d'influenceurs, vous disiez. Est-ce que c'est une assiette mondialisée, globalisée?
Alors peut-être qu'on a des... Je ne sais Oui, pas si on oui. a des... En fait, ça, oui, c'est une question intéressante parce que sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène de mimétisme là, dont vous avez parlé. Et en fait, on est vraiment dans une culture internationale. Voilà. Mais oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une américanisation de l'assiette, voilà, clairement. Mais oui, mais oui. Je ne voulais pas le prononcer. Ah ouais, non, mais clairement. Voilà, on le voit, c'est-à-dire tout le côté, la gastronomie, ouais, voilà, pas du tout. En fait, c'est souvent une cuisine d'assemblage. On va mettre des ingrédients dans une assiette, ça va faire joli. Il va y avoir des lipides, des protéines, etc. Voilà, là, les fameux bowls. Voilà, c'est ça, exactement. Et aussi, on est exactement. vraiment dans des logiques de performance en fait de l'alimentation. C'est vraiment du carburant Ouais, quoi, pour ouais. essayer d'atteindre certains Voilà. objectifs. Voilà. Et d'ailleurs, dans les vidéos qui sont proposées, il n'y a pas vraiment de logique de commensalité. C'est-à-dire que les influenceuses, elles vont se filmer, elles mangent généralement toutes seules. Il y en a très peu qui mangent en groupe et tout. C'est la question d'après. Ah. Ouais. Parce que je parlais de l'assiette, mais j'ai dit au-delà de l'assiette, Oui. est-ce qu'il y a une table pour soutenir l'assiette? Ah ouais. Et justement, perte de la commensalité dans les contenus qu'on a observés en tout cas, logique de performance, vraiment vision très américaine du repas, avec aussi le fait qu'on n'a plus trop de temps pour cuisiner, donc faut aller vite, faut préparer ses plats massivement, refaire peut-être le même plat chaque jour pour essayer de gagner du temps, et puis des plats qui sont simples à préparer, vraiment basiques en termes d'assemblage, avec des compléments alimentaires très présents. Dans les graines, tiers, les fameuses graines. Dans là, un tiers des vidéos qu'on a observées, il y avait des compléments alimentaires. Ça pouvait aller jusqu'à 7 compléments alimentaires par jour. Et en plus, on a après fait étudier ces compléments alimentaires par des nutritionnistes. Et en fait, ils nous ont dit que c'était des compléments qui servaient à rien globalement, qui étaient purement marketing. Omniprésence de graines également, notamment les graines de chia. Alors, ils disent dans les vidéos, les graines de chia, on en prend parce que c'est pour décorer, etc. Mais les graines de chia ont aussi la capacité d'offrir beaucoup de satiété. Elles absorbent énormément le liquide, ça gonfle dans l'estomac et donc on a beaucoup moins faim. Et donc quand elles en mettent par exemple dans leur smoothie ou autre, est-ce que c'est vraiment pour les vertus qu'apportent les graines de chia ou est-ce que c'est pour le côté coupe-faim, voilà, sachant qu'elles en mettent vraiment partout. Et puis en fait aussi, on voit très clairement les fameux bowls, voilà, qui remplacent les assiettes. Clairement, tout en un, voilà, très pratique. Les bocaux. Voilà. Il y a aussi une vaisselle associée à cette alimentation. Voilà. Donc, oui, clairement, on est dans la logique de la performance, de l'individualisme. En fait, on mange ensemble, mais via l'intermédiation des écrans. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que la table, en fait, ce sont les millions de personnes qui vont regarder l'écran. Par contre, des tablés où on se met en scène avec sa famille, etc., rarement, quasi jamais. Voilà. Donc, ce côté convivial de la table, repas où on se pose, etc., dans les contenus, et notamment les contenus Elfie qu'on a étudiés, jamais. Voilà. C'est vraiment moi, le côté égocentrique. À âge équivalent, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'était des réflexions qui venaient. Je me disais à âge équivalent, je repensais aux écoles ménagères où on avait le souci de bien nourrir sa famille. Je ne dis pas que c'est un modèle. Là, je dirais qu'à âge équivalent, il y a je me nourris bien parce que je veux faire un corps. Exactement. On constate aussi que certains modèles que les sociologues avaient dit comme étant très ancrés dans le modèle français, comme par exemple le petit déjeuner, pain, beurre, confiture et tout ça, ont tendance à totalement disparaître. Le fromage disparaît, le vin disparaît. Il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient vraiment des habitudes à la française qui disparaissent. Le pain, tout simplement. Et par exemple, le smoothie, ça devient le petit déjeuner vraiment quand on est sur les réseaux, qui est le plus consommé, quoi. Dans 25% des cas, c'est un smoothie au petit déjeuner, par exemple, dans les vidéos qu'on observait. Donc la baguette, oui, elle disparaît un peu. Ouais. Est-ce que j'ai cru comprendre ça dans certaines de vos phrases, mais est-ce que c'est quelque chose d'essentiellement féminin du côté parce que tout à l'heure vous avez dit elle oui, c'est vrai. Poste, des photos, etc. Exactement. Alors, du côté des influenceurs, influenceuses et du côté du public. Exactement. Alors, sur les réseaux sociaux, ce qu'on constate, c'est que les internautes qui vont prendre la parole pour parler d'alimentation quotidienne, c'est principalement des femmes. Par contre, si c'est de l'alimentation qui est orientée fitness, là, ça va être des femmes et des hommes. Voilà. Mais les hommes, vraiment, il faut qu'il y ait la logique de la performance et notamment de la musculation derrière
pour vraiment qu'ils s'intéressent au sujet, etc., et qu'ils partagent leurs recettes. Et sinon, les femmes, elles vont faire ça de manière plus spontanée, elles vont présenter leur quotidien alimentaire, voilà. Voilà. Et donc, De ce côté-là, il y a ouais. un changé. Ouais. Mais non, non. Et c'est vrai qu'on se dit que l'alimentation est très genrée sur les réseaux sociaux. Très genrée. Voilà, c'est une alimentation typiquement féminine ou typiquement masculine. Beaucoup de protéines animales chez les hommes. Voilà, toujours avec cette idée d'améliorer sa performance, etc. Et chez les femmes, c'est vraiment la minceur. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une reproduction amplifiée, voilà, de la cuisine genrée et avec sur TikTok tous ces phénomènes de je cuisine pour ma famille, etc., ce qu'on appelle les trade wives. Donc là, c'est typiquement la logique trumpiste, où vous avez des femmes qui reprennent le contrôle de l'alimentation pour être la femme idéale, la mère idéale. Voilà. Et donc l'alimentation, c'est la base de ce qu'on doit être, voilà, quand on a des enfants, un mari, etc. Voilà. Donc là, c'est même, oui, voilà, on voit que oui, c'est exacerbé. Et puis on constate aussi que lorsqu'on parle d'alimentation quotidienne, il y a quand même des alimentations particulières qui vont vraiment revenir dans les discours, comme par exemple le végétarisme, le véganisme, qui va être très très présent, bien au-delà des proportions des véganes et des végétariens en France. À titre d'exemple, en France, je crois que c'est à peu près 3% de végétariens dans la population et de véganes. Et dans les vidéos qu'on a observées, bien qu'on parle juste d'alimentation quotidienne sans qu'il y ait d'étiquette végane ou quoi, c'est 40% des vidéos qui sont considérées comme végétariennes. Il n'y a quasiment plus de viande. Et la viande rouge, sur 186 repas, donc les 186 repas, c'était soit le midi, soit le dîner, la viande rouge, je crois qu'elle est apparue 3 fois, je crois. Enfin, 3 fois ou 8 fois, je ne sais plus. Enfin, c'était quasiment disparu. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Parce que c'est moins instagrammable. Mais c'est ça aussi, clairement. Clairement. C'est dans la mouvance actuelle, de toute façon, mais c'est aussi moins instagrammable, ça c'est clair. Quand on parlait d'assemblage, même les restaurants, en fait, c'est cuisine. Mais oui. Et oui. Ouais. Le nombre c'est souvent les hommes qui disent je ne veux pas aller dans ce resto parce que c'est de la cuisine de femmes et on ne va rien manger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans les restaurants, c'est souvent des cuisiniers. Oui. Mais souvent, de plus en plus, quand on regarde des cuisines, c'est vraiment de l'assemblage. En fait. Ah oui, il y a... Vraiment, cette notion de cuisine, de temps passé, c'est... Du coup, comme dit dans la population, il y a 3% de végétariens et 40%. Quelle est la part d'influence du coup que peuvent avoir les réseaux sur... Est-ce que ça fait monter, est-ce que vous avez vu que ça fait monter aussi le taux de végétariens dans la population globale ou globalement, c'est parce que c'est marrant à voir, mais que les gens ne changent pas leur comportement alimentaire pour autant? Alors ça, c'est tout le problème de notre réflexion parce que c'est toujours cette logique de cause-effet. Voilà. Et en fait, c'est très très compliqué de mesurer les causes et les effets. Voilà. On voit très clairement qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des tendances, etc. Maintenant, quand vous interrogez 3600 étudiants et qu'ils vous disent « Non, mais nous, on n'a rien changé dans notre alimentation », on regarde tout le temps. Et puis, on regarde quand même les prix, les légumes, mais on ne change rien. Voilà. Et donc, ça, c'est compliqué à mesurer. Voilà, ça fait partie des méthodologies il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui essaient de mesurer ça. Voilà, là, vous pointez le doigt sur un sujet extrêmement compliqué. On voit qu'il y a des tendances qui montent. Maintenant, est-ce que c'est à attribuer aux réseaux sociaux? Pas que, peut-être. Voilà, pas que. Voilà, donc, faire le lien, vraiment, on a du mal. Mais on voit quand même qu'il y a des tendances très lourdes. Voilà. Et d'ailleurs, ça influence les consommateurs comme vous et moi, mais ça influence aussi les restaurateurs. Clairement, voilà, on voit quand même aussi que, effectivement, voilà, les restaurateurs s'inspirent aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que ce sont des contenus qui sont likés, voilà, et ça forge ce que Maxime avait appelé dans sa thèse une culture alimentaire générationnelle. Voilà, clairement, on voit bien qu'on ne mange plus du tout le bœuf mironton, le veau maringot, etc. Quand on
propose ces plats-là aux étudiants, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Voilà, pot-au-feu, voilà, des plats qui mijotent, etc. Parce qu'on les retrouve jamais sur les réseaux sociaux. Et un restaurateur qui veut faire ce type de repas, c'est très compliqué parce qu'il faut des éduques. Voilà. Jamais, il y a énormément de Français qui n'ont jamais mangé un pot-au-feu de leur vie, une potée. Voilà. Parce que ça n'apparaît jamais sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a quand même une culture alimentaire qui se dégage des réseaux sociaux, clairement. Voilà. Avec des effets voilà, dans l'environnement réel. Maintenant, à quel point, voilà, ça, on n'en sait rien. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culture alimentaire mondialisée. Ouais. Je ne sais plus si c'est le président j'ai oublié son titre, mais il disait que la culture culinaire populaire, il y a même un observatoire, je crois, sur Internet, traduit comme Pochain. Même Julie Andrieux, qui est aussi une influenceuse télé, plutôt, vient de sortir les 100 recettes ou les 100 plats français qu'il faut sauver. Mais oui. Et dedans, il y a le bœuf mironton. Ouais. Ah bah, génial. Ouais, non, mais voilà, c'est assez saisissant de voir le glissement voilà, des tendances et voilà, les smoothies, les graines, etc. Mais voilà, les graines pour faire, c'est pareil, pour faire joli, pour voilà et voilà, tout ça, c'est voilà, on retrouve ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est une alimentation saine. Voilà. Une alimentation saine. Oui, mais complètement. Et c'est fonctionnel. Voilà. On parle d'alimentation fonctionnelle parce qu'il faut que ça serve. Voilà. On ne mange pas juste pour le plaisir de manger. Souvent, on mange aussi parce qu'il faut transformer son corps. Voilà ce que je vous disais. Il faut... Oui, bien sûr. Ah, et puis on le voit alors après sur des gros influenceurs, mais qui au départ ont changé leur alimentation et qui se retrouvent à Dubaï voilà, avec des fortunes, etc. Ben oui, mais c'est ça aussi. Voilà, on voit, voilà, c'est saisissant. Hein. Et vous avez vu passer des contenus indiens ou chinois, parce qu'il y a aussi une grande culture alimentaire. Oui. En fait, ils sont faits de quoi? Ouais, ils sont. En fait, là, on est allé en congrès. On nous a montré des Instagram des créateurs de contenu marocains, indiens et tunisiens. Et en fait, à la base, on voit que c'est pas du tout les mêmes recettes. Voilà, qu'en France, mais au global, il y a toujours ce phénomène de mimétisme et voilà, on voit que là aussi, ils ont les bowls, ils ont les compléments alimentaires, etc. Alors en fait, c'est toute la forme du post qui est différent parce que c'est beaucoup de couleurs, etc. à l'oriental. Enfin, voilà. Mais le contenu de l'assiette, il commence à s'uniformiser, voilà, clairement. Alors, on va retrouver forcément le couscous, enfin, les recettes un peu plus locales, on va dire, mais le couscous, il est international maintenant. Enfin, voilà, mais on sent quand même qu'il y a un appauvrissement du répertoire alimentaire, clairement. Voilà, clairement. Et puis, déconnecté de son terroir. Ben oui, complètement. La cuisine, c'est aussi un terroir. Oui. Sauf que on est sur une alimentation saine, je disais fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que ça remplisse des fonctions. Le local, ça suppose quand même d'avoir des connaissances sur les petits producteurs, ça suppose de s'intéresser, etc. Là, il faut faire vite. Il faut que ça remplisse une fonction rapide. Voilà. Donc, les gens qui vont s'intéresser au local, très souvent, ce sont soit des gens qui sont complètement sensibilisés à une alimentation saine, soit des populations beaucoup plus âgées, soit des populations qui ont un peu le temps. Voilà. Mais globalement, pour des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux,
Voilà, le local, bon, voilà. Oui, ils aimeraient bien, mais ils prennent pas le temps il n'y a pas la curiosité. Voilà, là, sur un réseau social, ben c'est en un clic, voilà, ça défile. C'est vrai que notre rapport au temps, il peut définir énormément de choses dans la vie d'un être, même d'une société elle-même. Bah ouais, complètement. C'est assez hallucinant. Bah ouais. Ah ben là, voilà, en fait, il faut, c'est ça qui est incroyable aussi, c'est cette question d'immédiateté, voilà, portée par les réseaux sociaux. Je change mon alimentation, il faut que j'ai des effets dans la semaine. Voilà. Je veux changer mon alimentation, allez, je vais enregistrer 3000 recettes sur Instagram. Voilà, c'est toujours très excessif parce que on laisse plus la place au temps, voilà. Et la cuisine, c'est pareil. Faut que ce soit rapide, voilà. Et les vidéos, Maxime, tu sais qu'on avait étudié avec Squeezie, là, 2 minutes, ça a fait un carton. Ben, en fait, Squeezie, donc un des plus gros influenceurs, il a été sollicité par le PNNS Manger Bouger pour montrer qu'il était complètement nul en cuisine et montrer qu'il arrivait quand même à faire des choses. Donc, on lui a demandé de reproduire des recettes de chefs étoilés. Alors, n'importe quoi, à la Squeezie, quoi. Il se marre, oh là là, ça ressemble pas, mais bon, c'est quand même bon, etc. Et en fait, il avait un objectif, c'était 2 minutes. Voilà, c'était pas je passe mon temps, je regarde, etc. C'était la recette en 2 minutes. Donc ça veut bien dire que c'est vraiment important pour des gens. Bien sûr, aussi, oui. Aussi. Voilà. Il faut que tout aille vite. Est-ce que en même temps les jeunes sont tous attirés par les émissions du style Top Chef qui demandent du temps? Ceux qui regardent encore la télé. Oui. Oui, mais ils regardent. Ils regardent. Ouais, l'audience, elle est très jeune. Est-ce que c'est les mêmes jeunes? Alors oui. Et alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que en fait, alors les réseaux sociaux, on consomme. Voilà. La télé-réalité, on se pose, c'est un moment agréable. Mais on consomme une émission de télé, voilà, avec là, vraiment les temps forts, les émotions, etc. Et ce qui est fou, c'est que quand on a interrogé un jeune, il nous disait, moi, le Top Chef, c'est incontournable pour moi. Voilà, jamais je raterai une émission, je la regarde en replay, mais je la regarde toujours. Et alors, j'adore, je regarde la technique, les talents, et en fait, pour pas rater l'émission, en fait, je vais me faire un truc au micro-ondes vite fait et je reviens devant mon émission. Voilà. Donc, une incohérence, voilà, il y a ça aussi, une incohérence, on veut manger sain, mais en fait, on fait aussi n'importe quoi. Voilà. Et on se dit que peut-être que ces réseaux sociaux, là, alimentation saine, durable, ce sont toujours les mêmes discours, ça peut être aussi un peu contre-productif. À un moment, ras-le-bol, quoi. Il y a des jeunes qui nous disent bon, c'est bon, quoi. Voilà. Ce que je perçois dans cet acte, j'avais lu parmi les sociologues qu'il attribuait mais cuisiner ses données, manger ses partager. Complètement. Là, ce que je perçois, c'est que c'est un acte excessivement égoïste. Et dans le je peux le faire. À travers Top Chef, je veux atteindre une performance, je le fais ou je le fais pas. Pour dire c'est génial, mais en aucun cas il y a l'ingrédient magique qui s'appelle l'amour pour ensuite offrir ce qu'on a préparé. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, si le partage il existe parce qu'on donne des conseils, on donne des astuces. Voilà, on a expérimenté. Et donc, on veut partager avec les autres. Donc ça, oui, on l'a, le partage, là. Mais par contre, le partage du savoir-faire, voilà, tel qu'on le conçoit en gastronomie, par exemple, ça, non, du tout. Voilà, on est loin. Quelle est votre idée sur une future conséquence de ce cheminement-là qui est en train d'apparaître? Wow. Mais je pense qu'effectivement, on va vers une alimentation
hyper hygiéniste. Voilà. Ou, enfin, quand on regarde maintenant, voilà, on peut pas, on n'est pas prospectiviste, mais on sent quand même que c'est une alimentation, oui, où il faut manger sain, voilà. Mais sain, c'est ça. Efficace. Voilà, Efficace tout à et fait. beau aussi. Beau dans l'assiette. Beau, voilà. Et donc forcément, voilà, les jeunes qu'on a dans nos cours, etc., on voit bien que leur alimentation, je sais plus où. Ah oui, il y a aussi tout ce phénomène de fermentation. Voilà. Donc ils sont aussi gouvernés par des phénomènes de mode. Voilà. Donc là, en ce moment, ils sont très attirés par la fermentation. Voilà. Alors, ils vont faire leurs petits bocaux eux-mêmes, ils vont s'informer, etc. Donc, c'est vraiment des tendances. Voilà. Et puis ce côté, ouais, moi, je suis sidérée de voir que l'alimentation, il faut que ça serve. Voilà, mais il faut que ça serve pour soi, en fait, pas forcément pour les autres. C'est ça qui est un repas. Bon, ouais. Et peut-être qu'aussi, on pourrait distinguer deux phénomènes avec d'un côté, par exemple, je reprends l'exemple de Top Chef, un phénomène qui serait une expérience vécue par procuration, où le niveau technique il semble tellement haut qu'on regarde un peu ça comme un spectacle. Et puis l'expérience d'identification, un peu ce qui se passe sur les réseaux, on se dit, ah, l'influenceur a fait ça, je pense que je peux le faire, le niveau technique n'est pas trop haut. Je pense que c'est deux logiques très différentes, aussi, mais qui peuvent cohabiter ensemble. Ouais. Voilà. Ceci dit, quand même, ce qu'on voit aussi parmi les jeunes qu'on fréquente, c'est qu'il y a quand même une montée une envie de cuisine. Voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont envie d'en faire leur métier. Voilà, ou de travailler dans des métiers un peu moins industrie agroalimentaire. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, voilà, le Graal, c'était de rentrer comme chef de produit chez Danone ou Nestlé. Là, un peu moins. Là, c'est voilà. aussi de l'inertie de ce qui s'est passé avant. Oui. Et puis on ne sait pas forcément ce que ça va donner non plus. Ouais, non, mais on sent quand même que voilà, allez, petit artisan, voilà, il y a ce côté un peu, bon, voilà, l'alimentation, c'est plus le gros truc, quoi, c'est plus Ferrero, c'est plus, voilà. Donc ça, oui, je pense. Oui, mais oui. Justement, ce geste artisanal, exactement. cette bonté qu'on mettrait dans le plat, sur la fin, moins senti. Mais oui, mais c'est ça aussi qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que c'est plein de paradoxes, mais qui cohabitent. Voilà, on ne peut pas dire que c'est linéaire, il y a plein de choses. Voilà, donc plein de tendances. Ça nous met chacun face à nos choix et nos responsabilités en tant qu'individu, mais pas seulement. Oui, en fait, nous, on regarde ça parce que, évidemment, notre spectre est large. Voilà. Mais quelqu'un qui a envie de cuisiner, il va regarder forcément du fait maison. Quelqu'un qui a envie de façonner son corps, il va plutôt aller sur du efficace. Voilà. Donc, voilà. C'est ça aussi le problème des algorithmes. Voilà. On a les contenus, voilà. Toujours cette multiplication des contenus qu'on a commencé à regarder. Voilà. Mais bon, moi je dirais que je suis plutôt optimiste quand même. Plutôt optimiste. Parce que les influenceurs prennent de plus en plus conscience de l'impact de leur discours et vraiment quand ils commencent à gagner en popularité, etc., ils font beaucoup plus attention, enfin ils ont été sensibilisés, etc. Et même, en fait, par exemple, quand vous commencez à grimper un petit peu, par exemple, sur YouTube, YouTube vous invite dans ses locaux à Paris et puis vous coach, etc. Et donc forcément, il vous coach aussi sur attention à ce que vous allez dire, vous avez un impact sur votre audience et tout ça. Donc on le sent là depuis quelques années qu'ils sont plus responsables, entre guillemets, dans leur discours. Après, il y a eu des scandales. Pardon. Bien sûr. Bien sûr. Non, et puis ils vont, là pour le coup, ils sont bien formés au marketing d'influence. Ils vont aussi vers la tendance. Voilà. La tendance, c'est le local, le bien manger, etc. Oui. Voilà. Après, il y a tous ces phénomènes de placement produit, ça, on n'en a pas parlé, mais voilà. Dire qu'on va bien manger et puis faire la promotion d'une barre chocolatée Ferrero, en même temps, voilà, dans le même poste. Voilà. Mais pour nous, ce sont des incohérences. Pour les créateurs de contenu, pas tant que ça. Hein. Non, voilà. Il y a une invitation il y a un travail à faire avec les jeunes, les étudiants, les moins de 30 ans, on va dire. Pour vous, il est à faire à
Ah, mais oui. Ouais. C'est ce qu'on va, là, dans le projet qu'on est en train de lancer, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, mais en partant des jeunes, voilà, parce que là, les bases qu'on jette là, sur comment on développe un esprit critique, ça on peut leur donner, mais c'est à eux aussi de nous dire comment est-ce qu'on peut se forger un esprit critique, voilà, et, en étant jeune, voilà, et parce qu'ils ont peut-être d'autres codes, voilà, quand ils consultent les réseaux sociaux, comment ils choisissent, voilà, qu'est-ce qui leur fait dire que voilà, l'information qui est donnée c'est faux, voilà. Voilà, parce que nous, c'est vrai que sans l'aide des nutritionnistes, par exemple, quand on voit là des youtubeuses dans une journée dans mon assiette montrer tout ce qu'elles mangent dans la journée, on se dit « Oh, c'est génial, c'est hyper équilibré ». Et puis il y a l'œil du professionnel qui dit « Non, mais c'est du grand n'importe quoi ». Voilà. Ce sont des assiettes à 800 calories, il en faut 1600, 1800. Voilà, hein, c'est ça, 1600. 1800 voilà. Dans la journée. Voilà, pour 1800 pour voilà, du grand n'importe quoi, alors qu'au départ, on se dit, mais c'est génial. Donc, comment un jeune, voilà, une fois qu'on lui dit ça, peut essayer de mettre en place cet esprit critique. Voilà, c'est pas. C'est un. Voilà, on verra ça. Voilà, c'est un terrain, un projet de recherche qui va nous occuper pendant 18 mois. Surtout, vous faites ça avec des étudiants, mais en oui. fait, TikTok, c'est 14 ans. Oui, oui, ans, oui, donc, là, oui, oui. Voilà. Le problème, c'est qu'on a fait aussi avec des adolescents. Compliqué parce qu'il faut des autorisations parentales. Voilà, donc, voilà. Et puis, et le gros problème, enfin, un adolescent, il ne se livre pas facilement. Voilà, il y a un rapport d'autorité face à un adulte qui est plus compliqué. Voilà, donc, pour ça qu'on démarre avec des plus âgés, et puis on va essayer en fait de faire en sorte que ces plus âgés soient des ambassadeurs vers les populations plus jeunes. Voilà, parce que moi, si j'arrive auprès d'adolescents et je leur dis faut faire comme ça, voilà, je suis prof. Voilà, je suis clairement. Alors Maxime, peut-être que tu aurais un peu plus de chance, mais clairement, on n'a pas leur langage, on n'a pas, et ça passe pas. Voilà, donc c'est plus compliqué. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, les étudiants nous disent oh, mais nous, ça va. Mais alors, la génération qui suit, c'est catastrophique. Vous avez intérêt de travailler parce que. Mais oui. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que nous, on n'a pas l'impression que ce soit si terrible que ça. Et souvent, on est alerté par des étudiants qui disent oh, j'ai vu ma petite sœur de 14 ans. Voilà, c'est n'importe quoi. Mon petit neveu fait ça, etc. Il faut vraiment, vraiment arriver à faire quelque chose. Voilà, ils sont presque plus choqués que nous, parce qu'eux, ils connaissent aussi. Ils voient tous les mécanismes. Voilà. Donc oui, je pense que voilà, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais oui, je pense que en tant qu'adulte, chercheur, voilà, on a une certaine responsabilité quand même pour essayer d'éveiller un peu leur regard et puis voilà, de développer leur esprit critique. Et ça. Après, on ne pourra jamais maintenant supprimer les réseaux, donc il faut faire avec. Voilà. Je n'ai pas conscience de tel phénomène. Oui. Ah oui. Ah mais c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Voilà. C'est dans une promo d'étudiants dit qui consulte des contenus sur l'alimentation. Alors au départ. Ils disent non, puis en fait, ben oui, parce que ils vont voir des jeux vidéo, mais à un moment, il y a l'influenceur qui va parler de ce qu'il mange entre deux jeux, et donc en fait, ils n'ont pas conscience que. Voilà. Alors il y en a certains, c'est l'alimentation. Voilà, j'adore, je regarde, ça m'inspire, c'est génial, voilà. Puis d'autres, mais en fait, ils consultent tous. Alors que l'alimentation, c'était quand même pas un sujet. Enfin, voilà, mais ils adorent en fait. C'est ça c'est pour ça que je suis assez optimiste parce qu'en fait, on sent que c'est quand même une thématique qui les intéresse. Voilà, même si après il y a des dérives. Voilà, à méditer. Merci. Pas de rien, Merci. de rien. C'était un plaisir. Pour mémoire, donc jeudi après-midi à 16h, si le sujet vous a intéressé, il y a un atelier
donc par des membres du NIMEC autour du réseau social alimentation, donc pour prolonger la réflexion en action. Voilà. Maintenant, on va vous montrer des posts inspirants et problématiques. J'allais dire, ça consistera en quoi exactement? En fait, l'idée, c'est de voir un peu justement ce qu'on peut ressortir des posts, voilà, en termes d'effets positifs, et puis montrer un petit peu voilà, des choses qui nous alertent, des dangers sous-jacents, etc. Voilà. Et notamment voir comment est-ce que on lit évidemment, enfin, on regarde ces posts de la même manière, alors qu'il faudrait quand même prendre un peu de distance par rapport aux posts qui sont un peu risqués. Voilà. Notamment avec tous ces posts sur les défis, les challenges, etc. Voilà. Sur TikTok, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc je pense que YouTube, bon, il y a plein de choses qui ne vont pas. Instagram, voilà, pareil, hein. Mais alors TikTok, je pense que là, ouais, c'est... Oui. Là, c'est une grande... penser à certains phénomènes d'influence des masses, parce qu'en individuel, des fois, on est un petit peu plus intelligent que le collectif, mais des fois, on est influencé par le collectif aussi. Et c'est pas forcément simple d'avoir le recul nécessaire pour s'en extraire. Mais complètement. Mais complètement. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a, enfin, sur TikTok en partie, voilà, les phénomènes d'effervescence où tout le monde va aller sur ces mêmes tendances sans à un moment dire mais voilà, moi par moment, voilà, mais je ne suis pas de cette génération, donc forcément je me pose la question mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Mais voilà, c'est ça. Mais c'est drôle. Voilà, souvent ce qui ressort, c'est drôle, on se marre. Ouais, on se marre, mais voilà, derrière, il y a quand même un vrai risque, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça. L'atelier, ce sera ça. Voilà, et essayer de. Je reviens à ma question initiale. Je me demandais quelle assiette ça inventerait au final. Et je refais, parce que Maxime a évoqué deux cohabitations possibles, à savoir Top Chef et les réseaux sociaux. Et il y en a un qui s'est saisi de ça, c'est Philippe Etchebest, qui est très populaire. Et il a lancé, il y a maintenant 2 ans, je crois, le programme Mentor. Et donc sur YouTube, principalement, il revisite vraiment des grands classiques. Il a sorti un bouquin des grands classiques, qui peut être La poule au pot, Savoir-faire et l'omelette, etc. On reste quand même dans des grands classiques. Je ne trouve pas que ce soit... c'est une cuisine patrimoniale, ok, très bien, mais pas, qui n'invente pas, je dirais, cette cuisine de transition, par exemple, que je trouve judicieuse. Et puis je pense, voilà, faudrait vérifier, mais je pense que le profil de ses abonnés, ce sont plus des gens déjà qui sont passionnés de cuisine. Ce ne sont pas des jeunes, voilà, qui scrollent sur les réseaux sociaux, qui vont entre guillemets tomber sur des contenus alimentaires, qui vont s'arrêter, qui vont regarder, qui vont, voilà. Oui, bien sûr, mais je serais très étonnée au moment du Covid, par exemple. On avait regardé les gens qui consultaient, voilà, il y a eu évidemment le fait maison, le pain, etc., voilà, faire soi-même. Les gens qui consultaient les recettes un peu élaborées, c'était des gens qui avaient plus de 40 ans, hein, clairement. Voilà. Ouais, mais voilà. Il faudrait vérifier. Voilà, mais je ne suis pas persuadée. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un proto où il faisait la cuisine avec un étudiant ou une étudiante. J'ai trouvé 2 protos, je trouve que c'était vachement bien. Et puis après, il s'est retrouvé tout seul face caméra. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Après, il y a aussi, c'est ce qu'on dit à nos collègues là, qui sont médecins et qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, il y a aussi une légitimité en termes d'âge. Voilà, un jeune qui parle à un jeune, il est perçu comme plus légitime que... voilà. Donc on peut imaginer aussi... Enfin, voilà, ce serait à vérifier, mais j'imagine qu'un chef étoilé qui prend la parole pour s'adresser à des adolescents, voilà, il est perçu comme moins légitime qu'un jeune qui fait ses petites pâtes gruyères voilà, sur son comptoir chez lui, quoi. Voilà, voilà. Et ouais. C'est tout le paradoxe des réseaux sociaux. C'est un Diego quelque chose, hein. Oui, Diego Alari. Ça touche encore aux différents biais cognitifs aussi. Oui, complètement. Oui.
Ouais. Non, puis bon, voilà, il y a Boris Hansel, par exemple, qui prend la parole, qui est qu'est-ce qu'il est, épidémiologiste ou non nutritionniste, lui. Alors, il monte en puissance, parce qu'en plus, il est invité sur France Inter maintenant, donc... voilà, et donc, on était à une conférence avec lui, hein, il a présenté tout son programme sur comment bien manger, etc. Voilà, et on lui dit, mais Boris, t'as ta blouse blanche, t'es dans ton laboratoire, tu dis des choses hyper sérieusement. Alors, il parle des mandarines, mais on a l'impression qu'on va pleurer quand il parle de ces mandarines. Et en fait, on avait envie de faire une expérimentation avec un jeune qui dirait le même discours, mais évidemment dans sa cuisine, etc. Je suis sûre qu'il n'aurait pas le même impact. Pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, il y a ça aussi. Il y a vraiment la manière dont on prend la parole sur les réseaux. Et les jeunes le savent bien le faire, ça. Voilà. Quand on est plus âgé, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. Donc, chef étoilé, etc., oui, voilà, ou voilà, des chefs de cuisine, etc., mais on ne s'adresse pas du tout à la même cible. Enfin, pour moi, maintenant. Voilà. Après, oui, des gens il y a des jeunes qui sont passionnés qui vont aller consulter, voilà. Mais ça va être une recherche ciblée. Là, à la base, ce sont des jeunes qui ne ciblent pas. Ils ne tapent pas alimentation sur TikTok. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Ah, bah tiens, ça c'est sympa. Et puis après, on se retrouve avec 200 posts sur l'alimentation. Voilà, c'est ça, c'est pas recherché à la base. C'est pas une thématique qu'on recherche, souvent. Voilà, bah, de toute façon, vous avez les mails, on va peut-être les remettre si jamais, voilà, si vous voulez poursuivre la discussion, si vous avez des questions, voilà, on est à votre disposition. Voilà, donc on est au Havre, on doit être à peu près Nimec. Qu'est-ce que ça veut dire? Normandie, innovation, marché, entreprise, consommation. En fait, c'est un laboratoire de sciences de gestion où voilà, on a différentes disciplines. Et nous, c'est le C, voilà, consommation. Voilà, vous l'aurez compris, on ne travaille pas beaucoup sur entreprise, pas beaucoup sur les marchés, et encore que, mais beaucoup sur la consommation. Voilà, et on est une petite équipe au Havre on est combien maintenant? 6-7 oui, c'est ça, à peu près. Oui. Mais en fait, on travaille aussi avec nos collègues de Rouen et Caen, puisqu'en fait, voilà, on est un laboratoire régional et on doit être une vingtaine à peu près à travailler sur le sujet. Voilà. Vous êtes sur l'université même Oui. On peut venir vous voir? Bien sûr, pas de problème. On a notre labo voilà, au PRSH, à l'ancien PRSH. Je ne sais pas comment il va s'appeler maintenant. Voilà. Ok, bon, bah, très bien, merci beaucoup. Merci.